Et si on investissait en immobilier de manière moins traditionnelle? Alors aujourd'hui, dans Passion Immo, on va explorer un mode d'investissement immobilier alternatif, le financement participatif, autrement dit crowdfunding. Et en fait, à l'heure où pas mal de gens s'interrogent quand même, et de manière assez juste, sur la pertinence de réaliser des investissements immobiliers en 2024, après tout, est-ce que ce financement participatif ne serait pas une solution pour investir en immobilier avec une mise de fonds moins importante et en prenant moins de risques? Donc on voit que la question mérite d'être posée. Passion Immo, épisode 70, c'est parti! Alors comme souvent, on a l'impression qu'à notre époque, tout a été créé. Le financement participatif, il ne date pas d'hier, loin de là, puisque la Statue de la Liberté, moi j'ai découvert tout à fait cette information en préparant cet épisode, la Statue de la Liberté a été financée de cette manière. Parce qu'en fait, à la fin du 19e siècle, on a compté environ 100 000 souscripteurs pour la statue, et donc c'est un peu la magie de ce financement participatif. Plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes qui se mettent ensemble et qui financent un projet qu'une seule personne, voire deux ou trois, ne serait jamais parvenue à financer de manière traditionnelle. Bon. Et puis, il y a autre chose, c'est que le financement participatif, il permet de diviser le risque. Plus on est nombreux à travailler sur un projet, en cas d'échec du projet ou en cas de moindre réussite du projet, on divise le risque et la perte, elle sera beaucoup moins importante. Alors, c'est quoi ce financement participatif? C'est un outil de collecte de fonds qui fonctionne aujourd'hui sur une plateforme Internet. La Statue de la Liberté, elle est un petit peu loin maintenant. Et elle permet en fait à un ensemble de contributeurs, qui sont souvent des particuliers, de choisir collectivement de financer directement et de manière traçable des projets. Voilà, c'est ça la définition du financement participatif. Alors, il y en a en immobilier, mais pas qu'en immobilier. Et mon invité aujourd'hui, elle s'y connaît, loin s'en faut, c'est Mathilde Iclanzan. Mathilde, elle a une double casquette, elle est directrice générale de WeSeed, et c'est en fait une des pionnière dans son domaine en 2009. Elle va nous expliquer tout ça, bien évidemment. Elle propose aujourd'hui, par l'intermédiaire de sa société, d'entrer dans le monde du financement participatif, et on va le voir de manière plutôt sécurisée et transparente, ce qui est un point absolument fondamental. Et puis elle est aussi vice-présidente de la FPF. La FPF, c'est la Fédération du financement participatif en France, et c'est une fédération qui regroupe dans notre pays les plateformes de financement participatif. Donc, avec cette double casquette, elle est extrêmement bien placée pour nous parler de ce financement participatif et, comme on va le voir, de manière assez décomplexée, de manière pédagogique, ce qui est intéressant dans un univers où on a parfois des idées reçues, où on se pose aussi un certain nombre de questions. Et en fait, je vais démarrer l'interview avec elle de manière extrêmement basique, puisqu'on entend parfois des termes un peu différents pour peut-être parler d'une même chose, mais c'est Mathilde qui va répondre à cette question. Crowdfunding ou financement participatif, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent? Eric, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire D'accord. que le crowdfunding, dans le mot crowdfunding, il y a le mot crowd, et donc crowd correspond à la foule. Donc le financement participatif, c'est en fait donner l'opportunité à des investisseurs particuliers dans des projets pour placer en fait leur épargne et en même temps pour financer des opérateurs ou des dirigeants d'entreprise. Bien. Alors, on va démarrer un peu par le basique. Qu'est-ce qui change avec le fait que je confie éventuellement mon épargne à ma banque pour la mettre sur un livret A? Alors, ce qui va changer, c'est que quand vous allez verser votre épargne en fait sur un livret A ou sur des placements, qu'on appelle des fonds communs de placement, tels que vont vous les présenter aujourd'hui vos conseillers bancaires, vous n'allez pas forcément connaître le sous-jacent sur lesquels votre épargne va être fléchée.
Dans le crowdfunding, d'une manière générale, par exemple, notamment puisqu'on parle de l'immobilier, vous allez pouvoir choisir les projets dans lesquels vous investissez en direct. C'est-à-dire que vous allez avoir accès en toute transparence sur des plateformes digitales de manière complètement autonome, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une fois que vous avez passé toutes les étapes en fait d'inscription qui sont très régulées et très regardées par l'autorité des marchés financiers et la Banque de France. Et donc, vous allez pouvoir avoir accès à une fiche projet dans lequel on va vous expliquer, voilà le projet, voilà l'opérateur, voilà les ratios de l'opération, etc. On va vous donner toutes les clés pour comprendre l'investissement que vous allez faire. Et vous allez surtout, à la différence par rapport à d'autres placements typiquement bancaires, comme vous le disiez, vous allez avoir accès à des placements à haute rentabilité. C'est-à-dire que vous allez avoir des taux d'intérêt qui vous seront versés, notamment parce que ce sont souvent des obligations. Donc, vous allez avoir des coupons mensuels, annuels, in fine, aux alentours de 10-12%. Donc, ce qui reste quand même une performance qui est assez élevée. Mais attention, qui dit performance élevée, dit aussi risque élevé. C'est-à-dire que à aujourd'hui, même si on a une crise immobilière qu'on est en train de vivre, en fait, tous les acteurs du financement de l'immobilier, vous allez avoir un risque en fait résiduel si jamais le projet n'est pas mené à bout ou si jamais il y a une difficulté administrative ou autre ou Mmh. sur la commercialisation en fait du projet. Mmh. Évidemment, les taux de défaut sont pour l'instant et resteront très très bas, mais il faut toujours expliquer en fait à l'ensemble des investisseurs, à l'ensemble des gens qui veulent placer leur argent, que la règle en crowdfunding, c'est de n'investir que dans ce que l'on comprend. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Vous avez des forums sur les sites internet, donc on répond à toutes les questions, notamment sur WeSeed. Il faut mettre l'argent dont vous n'avez pas besoin immédiatement. Donc, les projets sont sur des maturités de 18 à 24 mois. Ça veut Mmh. dire que vous vous engagez à placer votre argent pendant 18 à 24 mois et vous n'aurez pas de liquidité dessus tant que le projet ne sera pas fini. Ça reste des durées qui sont très, très courtes, hein. Ah oui, c'est Aujourd'hui, court. Ah si oui. vous investissez sur des assurances vie ou sur des SCPI, les durées de rentabilité compte tenu des frais qui vous sont pris sont quand même très élevées. En crowdfunding, vous n'avez pas de frais. Et la dernière des règles, c'est de diversifier. C'est-à-dire que comme je le dis souvent, si vous avez 10 000 euros à placer, ma conviction, en tout cas celle que moi j'encourage, c'est de mettre 10 fois 1 000 euros sur des projets plutôt que 10 000 euros sur un projet. Et ainsi, vous allez avoir une rentabilité qui sera vraiment différente et certainement élevée, voilà, tout en ayant bien conscience qu'il peut y avoir des risques. Oui, oui. Alors, vous voyez, parce que évidemment, pour préparer l'entretien, je me suis pas mal baladé sur votre site internet. Et moi, il y a une chose que j'ai vraiment appréciée, et je le pense, parce que je le dirais pas sinon, c'est ce discours que j'ai trouvé d'une grande transparence, notamment sur le risque. Et en fait, je vais le dire d'une formule un peu lapidaire, vous vendez pas du rêve. Et on est sur une approche que j'ai trouvée vraiment extrêmement sérieuse. Euh, qui est largement partagée, je pense, par les acteurs, en tout cas en France, hein, dans un, me semble-t-il. Mais j'ai trouvé que c'était le point fort de votre, des projets que vous proposez. Exactement. La difficulté pour nous, c'est justement d'à la fois, entre guillemets, éduquer Oui. les investisseurs particuliers parce qu'ils accèdent à des produits qui avant étaient réservés à une certaine classe, enfin, en fait, ils accèdent à des classes d'actifs d'investissement en fait, qui avant étaient réservées plutôt à des professionnels. Donc là, on leur donne la possibilité d'accéder à des placements de haut rendement, mais mais qui du coup comportent des risques. Mm. Donc, on a en fait cette vocation, voilà, d'expliquer, d'être transparent, d'accompagner. On a aussi un service en fait qui répond au téléphone, qui peut vous accompagner dans votre parcours, qui vous conseillera pas individuellement parce qu'il vous expliquera le mécanisme du crowdfunding, mais il vous dira pas il faut investir dans tel projet ou dans un autre parce que ça c'est interdit par la réglementation. Vous Totalement. devez être maître en fait de votre investissement. On est Mais ça fait d'accord. partie de la règle du jeu. Et il faut savoir aussi que un acteur comme Wissy, mais évidemment, il y a plein d'acteurs dans le crowdfunding qui existent depuis très longtemps. J'invite vraiment les gens à regarder
les agréments, il faut regarder l'expérience, le nombre de projets collectés, le nombre de projets sur lesquels la plateforme a proposé d'investir. Je vois pour WeSeed, en fait, on existe depuis 15 ans. On a financé plus d'un demi-milliard d'euros de projets immobiliers. C'est plus de 1000 projets. Donc, on a acquis aussi une expertise. On a les moyens de recruter des experts immobiliers qui savent évaluer en fait la fiabilité, la robustesse d'un projet. Et sinon, si on n'a pas de conviction, on a des process qui sont très lourds. Si on n'a pas de conviction que le projet est bon et qu'on protège l'investisseur à travers les informations ou les conditions que l'on met, alors on ne le présente pas. Très Ça, bien. c'est vraiment un point important. Bon, moi j'aimerais qu'on prenne un exemple précis pour ne pas rester en fait dans la théorie, bon, qui est nécessaire quand même pour comprendre le principe. Vous l'avez expliqué. Bien sûr. Présentez-nous un projet qui aujourd'hui sur lequel je pourrais, enfin, ou ceux qui nous écoutent pourraient investir et expliquer en fait comment la chronologie de leur investissement va s'établir à partir du moment où là, en février-mars 2024, ils investiraient par exemple 5 000 euros sur un projet. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous, on a des développeurs donc immobiliers qui identifient les promoteurs, les marchands de biens sur l'ensemble du territoire. On a fait ce choix d'avoir des gens qui sont sur le terrain au plus proche des marchés et des opérateurs. Donc, ça permet de vérifier l'honorabilité, ça permet de vérifier la localisation du projet. Et on est une plateforme digitale, mais on est surtout une plateforme digitale au niveau des investisseurs, évidemment, puisqu'on donne accès à la plateforme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mmh. Mais au niveau des opérateurs, c'est un vrai accompagnement de terrain et de proximité. Donc, le dossier, en fait, un projet d'un promoteur, par exemple, va nous arriver. Donc, il a obtenu le permis, il a purgé, il a une promesse d'acquisition du bien. Donc, par exemple, un terrain, il va y construire, je dis n'importe quoi, 30 lots, par Mmh. exemple. Mmh. Donc, il vient, il a un bilan d'opération, il a des comptes, il a une expérience, il a un track record qu'on regarde, il a une honorabilité. On va vérifier la localisation, évidemment, du projet pour vérifier qu'autour, il n'y a pas 50 programmes qui proposent la même chose, qu'il n'y a pas une autoroute qui passe juste en face, qu'il ne va pas y avoir des recours d'associations parce qu'ils sont en train de détruire une forêt. Ça, c'est des choses qui sont très importantes pour nous. Donc, on va les analyser, on va analyser la totalité du projet. Et en fait, il va venir nous voir parce que, par exemple, sur un projet qui va coûter, je vais prendre vraiment un modèle Alors très attendez, bateau, je si vous, vous voulez. je vous arrête juste avant que vous preniez votre exemple. Ça veut dire qu'en fait, à ce stade, on est clairement dans une analyse presque purement immobilière de création d'un projet, de faisabilité d'un projet. La dimension financière, à ce stade, elle n'est pas particulièrement présente. Si, alors elle est présente parce que quand l'opérateur vient nous voir, quand le promoteur vient nous voir, il a déjà ficelé son projet. D'accord. Donc, il a la promesse d'acquisition du terrain, du foncier. Il a le permis de construire. Donc, les risques administratifs sont purgés. Le permis est purgé. On a les 3 constats d'huissier. Mmh. Et il a sa structuration bancaire. Donc, il a son bilan D'accord. financier de l'opération. Et Mmh. en général, la banque intervient pour 80% du montant du projet. C'est-à-dire qu'ils vont l'aider à acquérir une partie du foncier et puis ensuite les Mmh. travaux. Mmh. En fonction, il va y avoir plusieurs détentes, etc. Et nous, on va financer en fait 20%. Donc la banque va lui demander d'apporter 20% de fonds propres. Donc En vous venez en général, complément. Vous venez en on vient complément. toujours, quasiment toujours en complément d'une banque. Donc, c'est-à-dire qu'on va se mettre sur on va se mettre sur les mêmes conditions qu'une banque, dans le sens, par exemple, où une banque va dire aujourd'hui, et de plus en plus, moi, je vous suis uniquement si le projet a plus de 45% de commercialisation. Donc, Mmh. ça veut dire que on voit il y a une dynamique, en fait, de commercialisation du projet. Donc, la banque, en fait, va dire, voilà, moi, à 45%, je vous suis. À ce moment-là, l'opérateur vient nous voir, il nous dit, c'est bon, je suis à 43, 45, j'ai signé tous les actes, j'ai les contrats de réservation, j'ai tout. Donc, nous, on prend toutes les informations. On a une data room qui est complète. On analyse tous les documents et on le passe en comité d'engagement. Et là, on lui dit, OK, sur les 20% que te demande la banque aujourd'hui, on va te financer 80%. Voilà. Donc, on va venir aux côtés d'une banque et en fait, on va lui apporter des fonds propres. La seule chose, c'est que ces fonds propres, en fait, il va les retrouver à la fin, il va être en capacité de nous rembourser que quand le projet sera fini. Donc, on va vérifier aussi le planning du projet. On va vérifier que on est en cohérence. C'est pour ça qu'on met la majorité de nos projets à 18-24 mois. Parce que c'est le temps de construction d'un projet. Voilà. Donc là, la banque va lui proposer un financement avec un taux bancaire
aujourd'hui, qui est évidemment variable en fonction de l'Euribor, mais qui passe dans son bilan financier par rapport à ses prix de vente, par Mmh, rapport mmh. à ses travaux, par rapport à l'acquisition de son foncier, etc. Donc, on va tout vérifier, on regarde tout le bilan, et nous, on va apporter 80% des fonds propres que vont demander la banque. Voilà. Mais on va vérifier surtout la solidité quand même de l'opérateur derrière, sa capacité à nous rembourser par ailleurs, et puis surtout la faisabilité du projet. Sur un marchand de biens, c'est un peu différent. On peut, donc il a une opportunité d'un actif de premier rang, premium, par exemple, en centre-ville de Paris, qui a fait l'objet de valeurs d'expertise, donc qui existe déjà. Il vient nous voir et là, soit il a une banque qui l'accompagne, soit il va nous demander de le financer à 80%. Donc évidemment, en termes d'alignement d'intérêts, on va toujours vérifier que l'opérateur mette aussi des fonds propres pour pouvoir être sûr que il a aucun intérêt à ce que le Mmh. projet ne réussisse pas, puisque de toute façon on est aligné et lui ne recouvrera ses fonds qu'après nous, donc il a plutôt intérêt à ce que ça marche bien. Et là, on va être en capacité de le suivre, soit sur la cote-part que va lui demander la banque, soit sur la totalité du projet, enfin à 80%. Et là, ce qui est intéressant avec les marchands de biens, c'est que les valeurs aujourd'hui ont déjà fait preuve Mmh. d'expertise, d'avis de valeur. On connaît à peu près le prix de commercialisation, on connaît la liquidité du bien et on peut se positionner. Et aujourd'hui, on a des hypothèques de premier rang. Donc, à partir du moment où on a une hypothèque de premier rang, même si derrière la commercialisation prend du temps, de toutes les manières, c'est quand même très, très, très dérisqué vis-à-vis de l'investisseur. Mais il y a toujours des risques. Il y a des risques Ouais, de chute ouais, d'un prix immobilier, ouais. il y a toujours des risques. Voilà. Mais pour autant, aujourd'hui, sur un marchand de biens, c'est pour ça que le crowdfunding en ce moment est en train d'évoluer beaucoup vers des marchands de biens, Oui, parce quand on que voit la proportion effectivement alors avant c'était 50-50, après ouais, cette année pour des raisons exogènes oui. ou propres au crowdfunding, en fait on finance un peu moins la promotion immobilière, mais on continue à la financer. Et Mmh, pour nous, ça reste des projets qui sont vertueux. On est en train, au-delà du financement d'un promoteur ou d'un marchand de biens, en fait on a aussi toute cette notion de réhabilitation des villes, d'adaptation des habitats, de mmh, création de lots, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont vertueuses derrière dans l'immobilier. mmh. Il y a des adaptations aux nouveaux modes de vie, et surtout, les normes environnementales sont en train d'évoluer. Les besoins sont énormes sur la partie immobilière en France, évidemment. Et donc, enfin, c'est aussi en ça qu'on est très fiers en fait d'accompagner et on met en avant sur les fiches projets toutes les démarches justement sur ces sujets-là des opérateurs. Oui, c'est vrai, il faut reconnaître que tout est très clair sur vos fiches projets, sur ce type d'informations. Donc en fait, si on résume, vous ne venez jamais à 100 dans le financement d'un projet. Non, Quand vous venez, il y a soit déjà une banque qui est largement engagée, soit un opérateur qui apporte suffisamment de fonds propres. Donc, et il y a eu une étude suffisante en amont pour faire qu'on on va pas comme ça dans l'inconnu total. Je, non, au contraire. voilà, non mais je préfère répéter les choses de manière à ce qu'on soit Ok, extrêmement clair là-dessus, ouais. pour Mm. rassurer aussi sur sur ces démarches. L'AMF, l'Autorité des marchés financiers, je crois que l'année dernière, elle a apporté, il y a une réforme qui a eu lieu. Est-ce qu'on pourrait en dire quelques mots, sans être trop technique évidemment, Oui, oui, là bien sûr. encore pour bien montrer que ces projets de financement sont encadrés assez rigoureusement. En 2020, enfin, et donc avec une application en 2023, c'est Oui. le régulateur européen, l'ESMA, qui a Mhm. décidé, avec les régulateurs de chaque pays, en fait, d'harmoniser les statuts des plateformes. Il Mhm. faut savoir que en France, il y avait différents statuts, Mhm. différents agréments sur lesquels vous pouviez exercer cette activité. Et en Europe, il y avait aussi de très grandes disparités. Donc, il y a eu une volonté, et c'était très bien, d'harmoniser. Donc, aujourd'hui, au moins les choses sont écrites, tout le monde est au même niveau en fait d'exigence vis-à-vis de la protection des investisseurs. Donc il y a notamment toutes les règles concernant les conflits d'intérêts, Mhm. le fait dans les analyses des dossiers, le plafonnement aussi pour Mhm. pas mettre à risque en fait l'épargne aujourd'hui des investisseurs sur un seul et même opérateur, pour qu'il n'y ait pas des effets dominos en fait, hein, qui ont pu avoir lieu par le passé, pas forcément dans le crowdfunding, mais d'une manière générale dans le financement avec des opérateurs qui vont un peu trop de l'avant ou qui font du Mhm. développement qui vont trop vite. Il y a aussi une protection des investisseurs par la connaissance en fait de leur patrimoine, de leur capacité d'investissement, avec des alertes qui ont dû être renforcées. Après, il faut savoir que
Si je parle uniquement pour WICID, nous, on est déjà prestataire de services d'investissement, ce qui est déjà le plus haut niveau en termes d'agrément d'investissement. Donc, en fait, pour nous, ce nouvel agrément européen n'a pas changé grand-chose et ne changera pas grand-chose. Mais c'est quand même important c'était important parce que le crowdfunding est en train de vraiment se développer, de se démocratiser, d'être très connu. Il y a de plus en plus de plateformes et je le vois à travers l'association Financement Participatif. Donc, il était important que tous les acteurs soient au même niveau et qu'aujourd'hui, ce soit pas la jungle. Voilà. Donc, Ouais. donc c'est plutôt dans des axes de protection. Et puis, Ouais. dernier point, il y a un renforcement, alors pas forcément là dans cet agrément, mais c'est à venir, sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ce sont des enjeux importants aussi pour protéger l'économie pour nous. Donc ça veut dire que vous allez être astreint à Tracfin Ah, dans... mais on l'a Vous toujours l'êtes été. déjà, Ah oui, d'accord. oui, nous, on l'est Ouais. déjà. Mais- Évidemment, oui, oui, non, mais Mm. on regarde énormément tous ces sujets-là. On est en plus responsable des contrôles que l'on met en Mm. place vis-à-vis du régulateur. Mm. Donc, ce sont des sujets qui nous préoccupent tous les jours, tout à fait. Ouais. Bien. Alors, on va parler un petit peu de la crise actuelle parce que c'est pareil. Je pense que quelque sujet que ce soit, je crois qu'il faut toujours être extrêmement Mm. transparent. Bon, l'immobilier connaît une crise, c'est une évidence. Comment elle se manifeste dans les projets de financement participatif très clairement aujourd'hui? Alors, en amont, sur la mise en ligne et sur le nombre de projets que l'on peut proposer, même si on a énormément de demandes, d'abord, on est beaucoup plus frileux. On va regarder les situations de trésorerie, les capitaux propres, Mm. les garanties, les sûretés que l'on va avoir des opérateurs, parce que, et ça, pour moi, c'est un point de vigilance très important, je ne veux pas, dans une période où des opérateurs peuvent être en difficulté, être comment dire, complice de pyramides de Ponzi ou des choses Mm. comme ça. Donc chez moi, ça c'est quelque chose, je préfère ne rien mettre en ligne Ouais. enfin voilà. Donc on fait des choix qui sont très clairs et la gestion du risque chez nous a été renforcée cette année. Donc déjà, j'ai tendance à dire que les projets qu'on propose aujourd'hui, ils ont été encore plus passés au peigne fin qu'ils n'ont pu l'être depuis 15 ans. Donc ça c'est peut-être une bonne chose en tout cas pour l'investisseur, peut-être moins pour l'opérateur, mais en tout cas pour les investisseurs, c'est une bonne chose. Donc voilà, le renforcement de la sélectivité des dossiers, je crois que c'est commun à beaucoup de plateformes et ça l'est encore plus chez WICID. Le deuxième point, c'est on a plus de difficultés aujourd'hui quand on accepte un projet en comité, on a souvent le point de la commercialisation. Et la commercialisation, c'est ce qui va nous montrer que le projet a la capacité de se terminer et que tout ira bien. C'est vraiment un élément qui est Mm. très fin en fait d'analyse. Et donc aujourd'hui, comme la commercialisation a du mal parce que l'accès au crédit est compliqué, parce que il y a une perte un peu de confiance, il y a une sorte d'attentisme quand même, que ce soit de la part des professionnels de l'investissement Mm. immobilier ou que ce soit des particuliers, notamment lié à un réajustement des prix qui est en train de se produire plus ou moins avec plus ou moins d'amplitude dans les villes, etc. Mais voilà, donc Très on a tranquille, très tranquillement quand même, le réajustement des prix pour l'instant. très tranquillement, oui. Après, Ouais. avec beaucoup d'inégalités aussi C'est en ça. fonction des endroits, Mm. mais oui, oui, bien sûr. Donc on est en train aussi voilà, on peut de temps en temps avoir un peu de difficulté, même si le projet est bon, même si on est sûr qu'il va sortir, on a une problématique sur le fait de le proposer parce qu'on a des conditions suspensives qu'on veut être les mêmes que les banques et donc ne déclencher en fait le financement qu'à partir du moment où la commercialisation est bien avancée, en tout cas dans le rythme que l'on aura défini. Et le troisième point, c'est surtout pour les projets qui ont été financés depuis 2021, qui, eux, aujourd'hui, ben, forcément, connaissent un retard de commercialisation sur les derniers lots et sur lesquels, du coup, les opérateurs sont en difficulté pour nous rembourser. Mais en fait, ils sont en difficulté pour nous rembourser aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que demain, enfin, la commercialisation, elle avance. Elle avance juste comme un escargot. Mm. Et alors qu'avant, elle avançait, on était dans une économie qui était fluide, dans Mm. laquelle il y avait de la confiance, ça avançait, voilà. Donc là, en ce moment, on a quelques cailloux en fait dans les rouages, Mm. mais ça ne veut pas dire que le projet va prendre du temps. À nous, par contre, de vérifier que la solidité de l'opérateur ne soit pas remise en question sur le montant des intérêts ou sur qui réajuste un petit peu ses coûts, qu'il ait conscience en fait de la situation de crise, qu'il ait des actionnaires qui soient aussi solides pour accompagner cette période de crise, qui, Mm. je l'espère, enfin, et comme tout le monde en fait, d'ici quelques mois, repartira. On sait que Mm. l'immobilier aujourd'hui
Toujours, hein. Ça a a toujours toujours été comme ça, de été toute cyclique. façon. Ah Donc, oui, enfin, je veux dire, moi, c'est... j'ai fait une école des études d'économie. Enfin, c'est évident. Enfin, voilà. Mm. Donc, enfin, c'est évident. Si, On se dit tous que de toute façon, c'est cyclique. si, Voilà. c'est une évidence, mais ouais. Donc, Euh, il s'agit juste d'être patient et d'identifier tous les opérateurs qui ont la capacité de courber les chines en ce moment, de réduire la voilure, et surtout de trouver des solutions fines. Souvent, j'entends, on a des investisseurs particuliers qui nous disent: «Ah, mais vous êtes pas assez dur, vous devriez beaucoup plus leur exiger le remboursement». Mais je veux bien, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Je les mets tous en liquidation, on Ben va c'est tous les ça, hein, mettre au oui. tribunal et en fait, vous allez tout Ouais. perdre. Ah, Donc, tout à fait. c'est Ouais, pas qu'on soit, ouais, on n'est pas laxiste, on est juste des entrepreneurs au service d'autres entrepreneurs. Et c'est ce ouais, qu'on fait. Et ouais. donc aujourd'hui, on est avec eux tous les jours au téléphone, on est autour d'une table, on trouve les meilleures solutions, on comprend leur situation. Et encore une fois, l'idée, c'est de protéger l'investisseur in fine. C'est pas d'aller mettre tous les opérateurs parce que on comprend la situation. Il y a une situation qui est compliquée et en fait, on se doit de les accompagner. Et pour autant, pour les investisseurs, le taux de rendement ne baisse pas. Il continue à être rémunéré au même montant. On demande des remboursements périodiques, enfin, on demande des remboursements des intérêts, etc. Donc, voilà, mais on défend Mmh, chacun des projets. mmh. Voilà. Ça veut dire que concrètement, en 2024, un particulier qui aurait investi sur un projet, il doit s'attendre éventuellement à un retard de quelques mois dans le retour de son capital, qu'au lieu qu'on soit sur 18-24 mois, ça sera peut-être à ce moment-là 2 ans et demi, 3 ans. Comment ça se passe en Ce- fait ce- concrètement quand il y a un retard de ce type? alors, vous parlez pour celui qui a investi en 2024. Oui. Non, celui qui Non, aurait ouais. investi en 2021, Oui, 2022. 2021-2022. Ouais, voilà, Bah, c'est ça. normalement, le projet aurait dû sortir depuis quelques mois ou Oui, voilà, ouais. devrait être en cours de finalisation. Mmh, Bah, en fait, ça va prendre du temps. Donc, c'est-à-dire qu'on va proroger l'emprunt, on va trouver des moyens pour que l'emprunt soit remboursé de manière peut-être dire par à coup en fait, enfin, c'est-à-dire ouais, ouais. nominal et intérêt ou que intérêt, mais à chaque fois on essaye de Mmh, malgré tout de récupérer et de diminuer en fait finalement la charge d'intérêt aussi pour l'opérateur et de trouver mmh, des solutions, mmh, pour, s'adapter à la situation. mmh, On va essayer aussi de l'accompagner sur la commercialisation, vérifier que, il met tout en œuvre pour faire en sorte que les derniers lots s'écoulent ou que le mmh, bien, mmh, soit mmh, bien visible mmh, pour être vendu. Et mmh, puis si jamais il y a besoin d'un réajustement de prix, on va aussi en discuter avec lui. Parce mmh, que de toute façon, on a qu'une seule chose en tête, c'est mmh, le remboursement total mmh, plus intérêt, en mmh. fait, de nos investisseurs. Ouais. Mmh. Alors justement, parce que je reviens quand même sur ma question, Mmh. l'investisseur, il va devoir patienter 6 mois, 12 mois supplémentaires? Comment Oui. oui, c'est ça? Bah oui, ben oui, Voilà. oui, OK. ben de toutes les façons, il va devoir patienter parce qu'il y aura Ouais. tant que tous les lots, en fait, ne sont pas écoulés, Mmh, l'opérateur n'aura pas les moyens. Alors, sauf les très gros opérateurs qui ont les mmh, liquidités suffisantes et mmh. qui, de toutes les manières, Oui. Mmh, rembourseront par ailleurs. C'est pas un mmh, sujet et on trouve mmh, et la majorité des opérateurs, enfin, mmh. moi, c'est ce que je me plais à dire quand même, c'est oui, il y a des retards. Aujourd'hui, C'est pas la on majorité, a hein, de 13-14% de nos voilà, c'est projets ça, qui sont hein. en retard. Ouais, Mais tous les autres, ils sont remboursés normalement sans même que l'opérateur ouais, nous ouais, appelle. On ouais, reçoit le virement et c'est fait, en fait. ouais. Enfin, donc il faut pas oublier qu'on est en train de parler vraiment d'une petite quote-part À la de marge. certains à la marge, Ouais, à la exactement. marge, on est Et que l'on d'accord. gère, comme une Ouais. entreprise qui gère des risques, en fait, c'est Ouais, tout. non, mais tout à fait. C'est pas parce que là, on met le doigt sur un phénomène précis que c'est l'ensemble des projets qui sont affectés par ces retards. Parce qu'effectivement, l'immense majorité des projets n'ont pas de retard, d'après ce que j'ai pu lire Bah oui, c'est ça, la très ici ou grande là. majorité, voire même sont remboursés en avance. Oui, On a voilà. Et 45% des projets qui sont remboursés en avance. ouais. Et puis ceux pour lesquels il y a un retard, c'est un retard quand même qui reste gérable, d'autant plus si l'investisseur au début a eu cette précaution que vous avez soulignée, que bah oui, il faut investir en ayant cette idée que cet Oui. argent, on ne le récupère pas immédiatement comme un investissement, comme si j'allais en bourse, par exemple. Voilà, pour Ah bah prendre non, une comparaison de ce c'est type. le propre du crowdfunding pour le coup. Tout à Autant fait. la liquidité, enfin la maturité des placements est courte parce que 18-24 mois, Ah oui, encore une c'est fois, ça court, reste très très court. très court. Ouais. Donc ça reste intéressant, mais il est vrai qu'il faut accepter des aléas par moment de 6 mois, 8 mois. Et alors, ce qu'on observe aussi souvent, ce sont des opérateurs qui sont quand même habitués à gérer des crises, qui vont nous contacter en nous disant: «Oh là là, je pense que je vais pas pouvoir rembourser».
Et donc, on va lui dire, bon, OK, alors on va se mettre autour de la table, on va dire, OK, d'accord, donc, et donc, on va lui donner 6 mois. Puis, en Mmh. fait, au bout de 2 mois, il va nous appeler, il va nous dire, non, mais c'est bon, en fait, j'ai bouclé la Ouais, vente, c'est ouais, bon, ouais, c'est fait, terminé, et je vous ouais. rembourse. Donc, Mmh, souvent, en fait, c'est un peu ça qui est difficile, c'est qu'on s'adresse à énormément d'investisseurs sur un projet. Il peut y avoir plus de 1000 ou 1500 personnes. Donc, on va ouais, faire des coms dans lesquels on va expliquer que le projet va avoir 6 mois de retard. Alors, ouais. souvent, les investisseurs sont pas contents. Ils nous écrivent, ils nous disent, ah, mais quand même, vous auriez pu être plus dur à exiger. Je dis, bah, il n'y a pas trop la possibilité d'exiger parce que sinon, je vous envoie tous au tapis et ça a pas de sens. On casse la Et baraque là, sinon, mais ouais, c'est de voilà, c'est l'intérêt de super. personne en Alors, fait. mon ego va être super parce que je vais lui dire, ah, rembourse quand même, mais Ouais, c'est pas possible. ouais, Et puis, au final, donc, ils sont pas contents. Et puis, en fait, 1 mois ou 2 mois après, on leur dit, bah, c'est bon, le remboursement est en cours, on vous rembourse tout de suite. Voilà. ouais. C'est la difficulté de gérer du crowd, de gérer de la foule. C'est que souvent, c'est aussi la merveille de notre système. C'est-à-dire qu'on a des forums dans lesquels les gens peuvent échanger, on est en transparence, on explique tout, on dit tout. Voilà, donc forcément, bah, on a le côté positif et de temps en temps un peu le côté négatif. Mais ça reste quand même un métier qui est formidable. Ouais. Alors justement, c'était un peu ma question. Quand est-ce que l'investisseur, il est informé en temps réel de l'avancée de la construction, du nombre de lots commercialisés, etc. Comment ça se passe par rapport à ça? Ou est-ce qu'on est pendant 18 mois, 2 ans sans information, puis finalement, euh, Non, à la fin il du a délai, trois sources d'information. La Ouais. première étant que contractuellement, il est prévu que tous les promoteurs, enfin, ou les marchands de biens, délivrent un reporting tous les 3 mois sur le projet. Donc, si vous vous inscrivez et que vous regardez un reporting, vous allez voir que justement, vous avez l'avancement technique, administratif, commercial du projet. Donc, et puis vous avez les principaux ratios du projet, le bilan financier en fait. Et puis, vous avez à peu près une estimation de la fin des travaux sur le suivi du calendrier, le nombre de lots commercialisés, les offres fermes, les réservations, les marques d'intérêt, etc. Voilà. Donc ça, vous le recevez tous les 3 mois et on est très vigilant. Et c'est l'opérateur en fait qui réalise ce reporting selon un format qu'on lui donne en ligne. Nous, on le vérifie, donc on regarde un petit peu par rapport à ce qui avait été prévu dans le projet. Et puis ensuite, on valide et on l'envoie à tous les investisseurs qui l'ont en accès libre à tout moment sur leur espace investisseur. Le deuxième sujet, c'est que tous les investisseurs qui ont placé de l'argent sur ce projet-là ont accès sur la fiche de projet, du projet à un forum. Donc, en fait, vous pouvez aussi échanger. Si jamais il y a une question, s'il y a un doute, vous posez une question. Admettons, ça peut être quelqu'un qui dit, ah ben tiens, je suis passé devant, ça n'a pas l'air autant avancé que ça, du n'importe quoi. Voilà. Et Ouais. dans ces cas-là, ben, on va appeler l'opérateur, on va lui poser la question et on va répondre en ligne et tout le monde va bénéficier de l'information sur l'avancement du projet. Voilà. Et y compris quand il y a une difficulté, on va le dire à tout le monde et en fait, tout le monde va être au courant. Et puis Hmm. ensuite, vous avez un troisième point, c'est on a un service client qui, si vous avez un doute, si vous avez besoin d'informations complémentaires, on ne pourra pas forcément vous donner toutes les informations, mais enfin, on fera en sorte de vous donner toutes les informations, mais dans les contextes actuels, il se peut, c'est déjà arrivé qu'on ait quelques opérateurs qui se mettent en fait sous mandat ad hoc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de solution, mais aujourd'hui, il faut le dire quand même, c'est quand même la réalité. Hmm. Et dans ce cas-là, ce sont des procédures qui sont confidentielles, donc on n'a pas forcément le droit de tout dire, Clairement. mais pas parce que Hmm. on veut pas, c'est juste que c'est la loi en fait qui nous interdit de dire. Donc on est obligé de s'y contraindre. Voilà. Mais Hmm. enfin, toujours est-il que vous avez accès à un service client qui répond au téléphone toute la journée et qui peut vous rassurer ou vous donner des informations. Ouais. Deux dernières questions pour terminer. La première, en France, on en est où sur sur ce financement participatif en immobilier? On est un petit peu au diapason de ce qui se passe dans le reste du monde. On est en avance, on est en retard. Je pense que là, vous avez un poste d'observation assez clair sur cette question. Ouais, en France, on est plutôt en avance au niveau européen. Il faut savoir que dans le cadre justement de ce nouvel agrément, la France a été de très 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 loin le régulateur qui a donné le plus d'agréments. Donc, je crois qu'on est déjà à 50 agréments, là où d'autres pays sont à moins de 10. Donc, Mm. on mène vraiment une course en tête qui est quand même très élevée. C'est normal.
les actifs en France, en fait, notamment l'immobilier, sont connus comme étant l'investissement dans la pierre. C'est quelque chose qui est Oui. important, qui est culturel. Mmh. Donc voilà. Donc forcément, la France a quand même une belle avance européenne sur ces sujets-là, mais on voit un certain nombre de plateformes en Espagne. Et ça existe déjà depuis très longtemps aux États-Unis, en Angleterre, mais on voit arriver en Allemagne, mais c'est un petit peu différent. Il y a eu au niveau notamment fiscal, en fait, il y a des différences au niveau des opérateurs, au niveau des investisseurs, donc qui font que le crowdfunding, c'est un peu moins développé. Mais en tout cas, en France, vraiment, on tient vraiment le peloton de tête et on a dépassé les 2 milliards d'euros par an, en fait, de financement dans l'immobilier via cette méthode de financement. Oui, et ben, j'en arrive à ma dernière question. Vous m'avez un peu tendu la perche. Au niveau fiscal, on peut considérer qu'on est sur une fiscalité plutôt avantageuse ou pas? Alors, on l'est évidemment, depuis la flat tax, hein, puisqu'en fait, Mmh, uniquement sur les intérêts que vous allez être imposés. On va nous-mêmes effectuer pour vous les prélèvements à la source. mmh. Et ça, c'est la plateforme qui le réalise. Et puis ensuite, on vous envoie vos IFU une fois par an. Donc ça, on est quand même professionnel, évidemment, sur ces sujets-là. Et vous êtes imposé uniquement sur la flat tax, donc maximum 30%. Oui, donc plutôt avantageux, hein, C'est il faut plutôt quand même le rappeler. avantageux, Oui. exactement. Et alors, c'est aussi avantageux d'investir dans les startups, surtout cette année, puisque vous avez des dispositifs. Donc là, je sors un peu de l'immobilier, mais l'avantage aussi de Mmh. WeSeed d'être multispécialiste, c'est que quand vous allez vous inscrire sur WeSeed, vous allez avoir accès donc à des projets immobiliers, mais aussi à des projets dans la transition énergétique, dans la santé, dans la technologie, dans le numérique, dans l'innovation d'une manière générale. Et vous allez aussi pouvoir défiscaliser par les nouveaux dispositifs. C'était déjà le cas avant, mais ça l'est encore plus cette année. Je vous invite à regarder de près parce que je pense que les dispositifs qui ont été votés dans la dernière loi des finances C'est sont ça. très intéressants fiscalement. Voilà. Complètement, oui. Très bien. Eh ben, écoutez, Mathilde, je vous remercie à la fois pour votre transparence, votre pédagogie, et puis ben, votre volonté voilà, d'expliquer, qui je trouve est assez intéressante. Euh, Merci à bon vous. courage pour vos projets en cours, et à très bientôt. À bientôt, Eric. Merci beaucoup. Merci à Mathilde de nous avoir accordé de son temps pour nous éclairer davantage sur ce fameux financement participatif. Un financement participatif, j'imagine, qui n'a plus trop de secrets pour vous après cette interview. Alors, pour moi, c'est une vraie solution aujourd'hui à étudier sérieusement dans une optique d'investissement et de diversification. C'est une solution aussi qui me semble mûre. Elle offre des garanties de transparence, de sécurité et honnêtement, je n'aurais pas dit la même chose quelques années auparavant. Je suis quelqu'un de plutôt prudent à ce niveau-là. Donc effectivement, bon, la prudence, elle doit rester de mise. Mathilde l'a répété assez régulièrement, même si elle a fait œuvre de beaucoup de transparence et de sérieux, et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bon, maintenant, j'ai envie de dire, à vous de jouer. Regardez ce qui se passe à ce niveau-là. Il y a vraiment des opérations d'investissement à réaliser. Donc, Passion Immo épisode 70, c'est terminé. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. J'ai mis un lien dans les notes de l'épisode. Et puis, bon, allez, si vous avez 15 secondes, 20 secondes, pas plus, ça serait sympathique de vous connecter sur Apple Podcast, si jamais vous me suivez sur Apple Podcast, d'aller mettre 5 étoiles au podcast, pourquoi pas un commentaire. Ça fait toujours plaisir, moi ça me fait un retour sur ce que vous pensez du podcast et puis ça le booste un petit peu aussi dans les recommandations. À très bientôt.